Madame, monsieur, bonsoir. Votre journal de 20h de ce dimanche 16 août. Et au sommaire, la rentrée de tous les dangers. Les derniers chiffres de contamination au coronavirus atteignent un nouveau record, notamment chez les jeunes. Écoles, entreprises, les masques, les tests. Page spéciale ce soir avec notre invité, le professeur Gilles Pialou, qui publie un livre-choc intitulé « Nous n'étions pas prêts ». L'Amazonie brûle à nouveau, plus de 10 000 feux enregistrés depuis début août. Principale cause, la déforestation. Avec le soutien du gouvernement, cette pratique continue de s'accroître. C'est une vidéo vue les millions de fois sur les réseaux sociaux. Derrière un personnage caricatural, une promesse, devenir trader en quelques leçons et gagner beaucoup d'argent. La réalité est beaucoup moins réjouissante. Ils sont nombreux à être tombés dans le panneau. C'est l'enquête du 20h. Grand format ce soir à Split, deuxième ville de Croatie, un site romain unique, un musée à ciel ouvert et des petites rues quasi désertes en cet été si particulier. Et puis 20h30 le dimanche se penche ce soir sur les mariés de l'été. Que faire quand le coronavirus s'invite à la noce, annuler ou maintenir la date, quitte à chambouler le programme à la dernière minute. Soyez les bienvenus. Le week-end du 15 août passé, c'est donc déjà l'heure de penser à la rentrée pour beaucoup de Français. Et c'est une reprise de tous les dangers qui s'annoncent. Un chiffre est venu hier confirmer la crainte des autorités de santé quant à une possible reprise de l'épidémie de Covid, celui du nombre de contaminations en 24 heures avec un record. Parole de Français pour commencer. De quoi avez-vous peur et comment surtout abordez-vous cette rentrée? Noémie Dahan, Nicolas Chebrian. La mer, le soleil et l'insouciance des vacances. Mais dans 15 jours arrive la rentrée, dans un contexte particulier. Alors comment les Français envisagent-ils le mois de septembre? Nous leur avons posé la question. On espère qu'il n'y aura pas de reconfinement, parce qu'on voit que les chiffres montent en ce moment. J'espère que d'un point de vue économique, il n'y aura pas trop de morosité. Je me posais des questions, oui, sur le fait de pouvoir reprendre mes activités habituelles. Première préoccupation, la santé. Face au regain de l'épidémie, un sondage IFOP pour le journal du dimanche révèle que plus de la moitié des Français est inquiète. Quand je sors de ma voiture, je mets du gel. Quand je sors les magasins, je mets du gel. Par rapport au Covid, j'aimerais bien que mes enfants ne l'attrapent pas, par exemple. On essaye, nous, de prendre les mesures nécessaires. On sort peut-être aussi un petit peu moins dans les magasins, les grandes surfaces et là où il y a beaucoup de monde. Autre source d'appréhension, le risque économique. 29% des Français redoutent les conséquences d'une nouvelle crise sur l'emploi. Ça fait 3 mois là, que l'économie est un peu sous perfusion. J'ai peur que ça s'arrête et que les sociétés, beaucoup de gens parlent de plans sociaux, etc. Et cette question, quelles seront les nouvelles règles appliquées en entreprise? La ministre du Travail souhaiterait rendre le port du masque obligatoire. Il y en a qui ne peuvent pas le supporter, mais la santé passe avant tout pour moi. Je préfère être en bonne santé avec un masque en papier sur le nez. Une prudence souhaitée par 41% des Français qui font confiance au gouvernement pour faire face à l'épidémie. C'est une bonne chose d'appliquer le principe de précaution, c'est une bonne chose de prendre les bonnes dispositions et il vaut mieux être plus prudent que pas assez. Entre espoir et inquiétude, les Français ont encore envie de profiter de leurs derniers jours de vacances avant une rentrée pleine d'interrogations. Et au cœur de ces interrogations, justement, la rentrée scolaire prévue dans 2 semaines. Certains élèves ne sont quasiment pas retournés en classe depuis 6 mois. Alors, dans quelles conditions la rentrée peut-elle s'envisager? Question sur le masque et la distanciation entre chaque élève. Des points encore loin d'être tranchés définitivement. Marie Justet et Morgane Tréguette. C'est une question qui occupe la fin des vacances. À quoi va ressembler la rentrée scolaire cette année? À un peu plus de 2 semaines de la reprise, pour beaucoup de parents, c'est encore très flou. On n'a aucune information sur la rentrée, donc on ne sait pas comment ça va se passer pour les petits. Aucune communication de la part de l'école. Je pense qu'ils attendent peut-être eux-mêmes les informations du rectorat et tout ça. Donc pour l'instant, on attend. Il reste encore 2-3 semaines. Seul repère aujourd'hui, ce document de 7 pages publié par le ministère de l'Éducation nationale en juillet. Il prévoit notamment le port du masque obligatoire dès l'âge de 11 ans, si les gestes barrières ne peuvent pas être respectés. En revanche, la distanciation physique n'est plus obligatoire. La mesure phare principale est le port de masque systématique, associé aux gestes barrières et à l'hygiène des mains, mais que finalement la distance physique d'1 mètre n'est à respecter que lorsque je peux la faire, ce qui va permettre en fait dans les universités, dans les écoles, d'accepter finalement le plus d'enfants. Un assouplissement des règles, pas forcément bien vu des enseignants.
Il nous faut dans les écoles des mesures qui ne permettent pas au virus de circuler, justement. Il faut renforcer les gestes barrières dans les écoles. Il faut permettre aux enseignants de pouvoir faire respecter ces gestes barrières. Ce qui n'est pas le cas du protocole qui est actuellement en vigueur. Selon le ministère de l'Éducation nationale, ce protocole peut être modifié d'ici fin août en fonction de la situation sanitaire. Et question ce soir à notre invité, le professeur Gilles Pialou. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes le chef des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris et vous publiez mercredi prochain votre carnet de bord « Nous n'étions pas prêts » aux éditions Lattès. Première question sur les jeunes. C'est clairement chez les 20-29 ans que le taux d'incidence explose, comme on dit. Certains de vos collègues proposent par exemple de rendre le dépistage obligatoire chez cette jeune génération. Est-ce que vous pensez que c'est utile avant cette rentrée ? Je pense qu'il va falloir que les jeunes, entre autres, soient acteurs et pas seulement subissent. Ils ont déjà subi le confinement, ils ont subi sur le plan de la scolarité, sur le plan du travail, sur le plan de l'emploi. Je pense qu'il faut mieux utiliser, si je puis dire, des messages qui font que les jeunes vont être acteurs. Et il faut quand même un peu responsabiliser les jeunes, mais les personnes âgées aussi, mais les jeunes dans un message global de prévention plutôt que d'imposer. Donc voilà, je pense que de toute façon, qui dit imposer va dire qu'on est dans un pays latin, qu'on va utiliser tous les moyens pour le contorner. Donc moi, je pense qu'il faut... Être acteur, ça veut dire quand même aller se faire dépister avant de rentrer, voir ses parents en Il faut ville. des campagnes de dépistage, il faut des messages très clairs. Vous avez remarqué que c'est un peu le fil conducteur de mon carnet de route, c'est que tout n'était pas clair, surtout sur le masque, surtout sur la prévention, sur le rôle des jeunes. On a dit à un moment, ils font pas de forme grave, et finalement, ils sont transmetteurs. Enfin, le discours a été très diffluent, donc il faut un message très clair et utiliser aussi les outils qui sont les leurs et pas dire et faire confiance à l'altruisme. Alors voilà, l'altruisme des jeunes, ça existe et on va utiliser ça parce que c'est protéger les autres. Le masque, les mesures barrières, c'est protéger les autres. Justement, un thème sur lequel clairement ça n'a pas été clair ce message et ça l'est peut-être toujours pas, c'est le masque. On a beaucoup de villes aujourd'hui qui veulent le rendre obligatoire dans les rues et puis on commence à dire qu'il va falloir le rendre là obligatoire à la rentrée dans les entreprises au sein des open space notamment. Dans la rue, c'est utile, il faut le faire ou c'est juste un gadget pour vous ? Ah non, gadget, sûrement pas. Il faut expliquer que le masque protège les autres, protège soi-même, et aussi, on oublie un peu, ça protège aussi, et ça empêche qu'on mette les mains au visage, etc. Donc c'est pas seulement la protection gouttelette. Et puis c'est un outil au milieu de plusieurs outils de prévention. Il faut pas que le masque déshabille Pierre pour habiller Paul. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'après on se lave plus les mains, on mesure, on mais respecte dans les pas la entreprises, distanciation. dans les écoles, à l'intérieur des locaux, là il faut l'avoir, il faut le rendre obligatoire. Je pense qu'on est dans une incertitude, vous l'avez dit dans le sujet, on est dans une incertitude majeure, on est inquiet. Moi je fais partie des 50% qui sont très inquiets. Des Français. Et je pense que cette incertitude sur où on en est, où on va, deuxième vague, pas deuxième vague, nécessite qu'on ait un message clair. Et le message clair, c'est le masque le plus souvent possible et dans le plus de lieux possible. Alors après, on fait aussi confiance à l'intelligence des individus pour s'adapter. De chacun. Exactement. Restez avec nous, professeur. On va d'abord voir un autre sujet, parce que vous parlez des masques, il y a aussi les tests. Et ça, c'est vraiment l'autre outil indispensable pour prévenir cette seconde vague. Plus de 600 000 tests par semaine, indique Olivier Véran. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire plus, car les laboratoires sont déjà débordés et il faut parfois compter plusieurs heures d'attente et patienter après des jours entiers pour avoir un résultat. Jules Longchamp et Wassila Camille. Ce sont les dernières feuilles d'inscription du jour de ce laboratoire et elles s'arrachent en quelques secondes. Dans ce laboratoire de banlieue parisienne ouvert 7 jours sur 7 et tard le soir, des dizaines de personnes patientent dans la rue pour se faire dépister. L'attente semble interminable. Le Vichy nous a dit qu'on allait attendre 4 heures, alors on s'est préparé mentalement, ça fait un peu moins de 4 heures, donc on se plaint pas. Si j'ai pas de test, moi je peux pas prendre l'avion, donc là c'est un gros problème. On peut pas prendre de rendez-vous parce que tout est saturé, c'est le parcours du combattant. Pour gérer le flux des patients, un agent de sécurité a même été recruté et il fait souvent des déçus. Mais sinon, ce sera pas possible. Avec le rebond de l'épidémie, la file d'attente ne désemplit pas. Ici, des centaines de prélèvements sont effectués chaque jour. On n'a pas assez de place pour faire de files prioritaires, etc. On n'a pas assez de personnel pour le faire. Des délais souvent excessifs dans les grandes villes. Pourtant, la France n'a cessé d'augmenter sa capacité de dépistage pour atteindre aujourd'hui 610 000 tests effectués chaque semaine. Un chiffre qui reste insuffisant, selon cet infectiologue. L'automne arrive, il va y avoir de plus en plus d'infections respiratoires saisonnières et on peut penser que les délais vont s'allonger si rien n'est fait pour faciliter l'accès à ces tests.
Pour désengorger les laboratoires et réduire les délais, d'autres méthodes sont à l'essai, comme les tests sanguins rapides ou salivaires. Professeur J. Piello est toujours avec nous. On vient de le voir, jusqu'à 7 jours parfois pour avoir les résultats de son test PCR. On teste beaucoup, le plus massivement possible. Est-ce que c'est la bonne stratégie aujourd'hui ? Alors c'est une bonne stratégie parce que dépister, ça permet d'isoler les gens. Catherine Hill sur votre antenne à 13h l'a dit. Ça permet aussi de suivre les personnes contaminées, d'une part. Et d'autre part, on sait qu'on a un déficit de tests en France. Vous avez vu les chiffres. L'Allemagne faisait le nombre de tests qu'on fait actuellement. Et là, on a une bonne mesure politique avec une mauvaise mise en musique. Parce que c'est inadmissible de voir dans la même queue des gens, dans la même queue d'attente, des gens qui ont par exemple 65 ans, des signes cliniques, des facteurs de risque de se retrouver en réanimation qui sont à égalité avec quelqu'un qui doit prendre l'avion ou aller voir sa grand-mère. C'est inadmissible. C'est mal mise en place sur le terrain. Mais c'est-à-dire que la décision politique n'est pas suivie par les faits, parce que c'est assez facile d'imaginer que les laboratoires, et comme ça a été expliqué par ma collègue Anne-Claude Crémieux, vont être encore pris à la gorge par les autres virus qui vont circuler. Donc il faut se donner les moyens de cette politique, et le test fait partie de la politique de prévention. Le titre de votre livre, professeur, « Nous n'étions pas prêts ». Maintenant, on dit beaucoup qu'une seconde vague peut arriver. Si une seconde vague arrive demain, est-ce que vous pensez qu'on est prêt aujourd'hui ? Je ferai un deuxième tome qui dira « Nous n'étions toujours pas prêts » parce que je pense que là, vous avez montré dans le sujet, sur la politique du test, on n'est pas prêt concrètement. Les décisions ont été prises, mais on n'est pas prêt à assumer une montée en charge des personnes et dépister les personnes qui sont les plus à risque en priorité, les soignants en priorité, les personnes qui ont des symptômes, mais surtout élargir la politique de test. Donc c'est sur ce point-là, c'est ça. Et puis, il y a un autre facteur d'inquiétude qui n'est pas dit souvent, c'est qu'il y a une défiance actuellement, parce que ces 6 mois de discours diffluents, y compris parfois des experts, c'est pas seulement les politiques, a fait que les gens sont dans la défiance sur le discours sur les masques, le discours sur le vaccin, le discours sur la prévention, et là, parce que on n'a pas montré ce qui se passait à l'intérieur de l'hôpital. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Très bien. 2 questions posées par nos téléspectateurs sur l'appli et le site France Info. Lucas de Paris qui nous dit « Malgré l'augmentation des cas de Covid-19, on constate une baisse régulière des hospitalisations et des réanimations. » Et il se demande est-ce qu'il pourrait que la charge virale soit plus faible et donc le virus soit moins dangereux qu'au début de l'année ? Alors, il faut dire à Lucas des fois d'abord que c'est inexact, puisqu'il y a une augmentation de l'hospitalisation en France. Mais on n'est pas du tout aux chiffres qu'on avait au mois de mars. Bien sûr, on n'est pas au chiffre du mois de mars, mais il faut aussi se rappeler d'où on vient en février, etc. Donc il y a une augmentation entre la semaine 29, c'est-à-dire celle du 14 juillet, et la semaine actuelle, la semaine du début août, d'hospitalisation. C'est vrai qu'il y a plus de personnes jeunes qui ont donc effectivement peut-être moins de formes graves. Donc ça, c'est une des explications. Mais c'est le virus qui a changé, il est moins dangereux qu'il y a 3 mois. Il n'y a pas d'argument actuellement pour dire que le virus a changé. Mais il y a des arguments pour dire qu'effectivement, la proportion de gens qui ont moins de 40 ans est plus importante qu'elle l'était justement dans la période que vous rappelez tragique de mars à mai. Dernière question de Jazzy d'Indre-et-Loire. Je suis invité à un mariage avec 160 personnes prochainement. Est-ce que c'est prudent d'y aller ? Mais c'est pas ça, c'est que c'est pas prudent de l'organiser. Parce que c'est difficile de demander de faire de la PCR à 160 invités. 160 invités, c'est difficile de les mettre avec le respect des mesures barrières. Et c'est difficile aussi de suivre où vont retourner les gens qui vont faire des clusters dans leur région, parce que par définition, 160 personnes viennent de partout en France. Donc on attendra d'y voir un peu plus clair pour se marier. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle votre livre qui sort mercredi, « Nous n'étions pas prêts » aux éditions Lattès. Merci d'être venu dans le 20h. Dès le mois de février dernier, l'un des premiers foyers de contamination, c'était un bateau de croisière. Tout était parti de là. Le secteur a ensuite été mis totalement à l'arrêt. Et ce soir, un premier grand navire de croisière a repris la mer. Il vient de quitter le port de Gênes, en Italie, avec un protocole sanitaire très encadré. Alban Mikosi est sur place avec Laura Tossiti. C'est la première croisière depuis 5 mois en Méditerranée. Le navire vient d'appareiller après une journée particulière. Dès leur arrivée à la gare maritime de Gênes, les 2000 passagers ont suivi la nouvelle procédure. Sur ces images fournies par la compagnie, on découvre les différentes étapes. Ça commence par la prise de température, un questionnaire de santé et dans la foulée, test obligatoire de dépistage du Covid-19, pratiqué par des personnels spécialement formés. Les résultats sont connus en 30 minutes. Une personne positive ne pourrait pas monter à bord et serait placée immédiatement en quarantaine. Pour les passagers, dont environ 200 Français, c'est rassurant. On a passé une période assez difficile. Les gens ont peur, on a peur, ce qui est normal. Et là, je pense que oui, on se sent vraiment en sécurité. Bon, moi, je suis infirmière, donc c'est vrai qu'on est content et ça nous sécurise pour l'embarcation quand même. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup moins de monde dans le bateau aussi, donc voilà, on aura plus d'espace.
Effectivement, le bateau n'est occupé qu'à 40% de sa capacité. La compagnie va perdre de l'argent sur ce voyage, mais ce n'est pas l'essentiel. Le but, c'est de rassurer. Ces nouvelles mesures doivent aussi éviter les problèmes du printemps dernier, comme ces bateaux géants placés en quarantaine, avec des malades par dizaines. Nous sommes les premiers au monde à repartir. Cela nous remplit de fierté, mais c'est aussi une grande responsabilité car toute l'industrie des croisières nous regarde. Parmi les principes adoptés, plus de buffets, les repas sont servis à table. La désinfection permanente des équipements et le port du masque obligatoire dans les parties communes. Des mesures contraignantes, mais le monde de la croisière n'a plus le droit à l'erreur. Les croisières reprennent en Italie, mais d'un autre côté, les autorités viennent de durcir le ton. On vous retrouve en direct, Alban Micosi, puisque de nouvelles mesures viennent d'être annoncées ce soir en Italie. Effectivement, 2 mesures principales. La première, c'est la fermeture de toutes les discothèques, y compris celles qui se trouvent en plein air. Et il n'y aura pas de dérogation, précise le texte, pas par exemple pour un mariage. La deuxième mesure, c'est le port du masque obligatoire dans les rues à partir de 18h jusqu'à 6h du matin. Alors attention, il ne s'agit pas de toutes les rues d'Italie, il s'agit des rues animées, celles des places publiques par exemple, ou celles qui sont proches d'un restaurant qui aurait une terrasse. La police pourra contrôler, des amendes jusqu'à 1 000 € pourront être distribuées. Alors pourquoi l'Italie prend ces mesures? Parce que les chiffres de cette semaine sont moins bons. Certes, ils sont bien inférieurs aux chiffres en France, 5 à 6 fois inférieurs actuellement, mais ils sont moins bons. Et là aussi, en Italie, la tendance est à l'augmentation. Merci beaucoup Alban Micosi en direct de Gênes en Italie. On part en Biélorussie où ils étaient des dizaines de milliers de manifestants de nouveau dans la rue cet après-midi pour protester contre la réélection d'Alexander Loukachenko. Une semaine après l'élection contestée, la colère ne retombe pas à Minsk. Nathalie Pérez. La marche de la liberté cet après-midi au centre de la capitale biélorusse a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes. Vêtus de blanc, les opposants au président Alexander Loukachenko s'adressent à lui au cri de « Va-t'en, honte à toi ». Les manifestants réclament le départ du président élu le 9 août dernier. La victoire de Loukachenko a été perçue comme largement truquée par une grande partie de la population. Ils dénoncent également les violences dont ils ont été victimes dans les précédentes manifestations, où déjà ils réclamaient de nouvelles élections. Dans le même temps, un peu plus loin, Alexander Loukachenko et ses partisans étaient réunis, défiant les opposants. Ce soir encore, le président biélorusse a affirmé qu'il ne céderait pas à la pression de la foule. La forêt amazonienne en proie aux flammes. Plus de 10 000 départs de feu ont été identifiés depuis début août et c'est plus encore que l'année dernière. Des incendies synonymes de déforestation de grande envergure. Vous allez l'entendre, certains fermiers justifient cette pratique. Nicolas Coadou. Ce geste ne lui pose aucun problème. Ce fermier brésilien met le feu à sa parcelle comme d'autres agriculteurs. Certains le justifient, visage caché. On ne veut pas détruire la forêt parce qu'elle abrite de nombreuses vies et on ne veut en détruire aucune. On essaie simplement de faire un petit nettoyage afin de pouvoir planter des fruits et élever du bétail. Le résultat, cette colonne de fumée s'étend sur des kilomètres et menace la plus grande forêt du monde. L'Amazonie qui s'embrase et avec elle, la faune et la flore qu'elle abrite. L'incendie est hors de contrôle. On essaye de sauver les animaux, de sauver les maisons. Vous voyez, c'est la chose la plus importante maintenant. Un été 2020 déjà catastrophique pour l'un des poumons de la planète. Sur les 10 premiers jours d'août, plus de 10 000 incendies ont été détectés. C'est 17% de plus que l'année dernière selon Greenpeace. Triste bilan qui rappelle les images spectaculaires de l'été passé où le monde avait assisté impuissant à la destruction de près de 900 000 hectares. L'équivalent de la Corse. Des dizaines d'associations réclament l'interdiction des feux volontaires, mais malgré ces images, le président Jair Bolsonaro, lui, considère qu'il n'y a pas de problème. Parce que c'est une forêt tropicale, comme la plupart d'entre vous le savent, elle ne peut pas prendre feu. Donc cette histoire selon laquelle l'Amazonie brûle est un mensonge. Selon les associations écologistes, la déforestation, quelle qu'en soit la cause en Amazonie, représente la destruction de 100 terrains de football par heure. Chaque jour, pendant un an. En France, si la canicule de ces derniers jours est derrière nous, les agriculteurs en subissent encore les conséquences. Inquiétude, notamment sur le manque de fourrage pour les éleveurs. Alors vous allez le voir, chacun tente de trouver des alternatives. C'est un reportage en Rhône-Alpes et dans la Sarthe de Camille Gutin, Thomas Cuny et Apolline Guillerot-Malik.
Pour elle, fini les vertes prairies. À cause de la sécheresse, ces vaches sont désormais obligées de brouter ce foin que leur propriétaire a dû acheter. Son champ ne peut plus fournir de fourrage. Donc là on voit, il y a déjà la terre, il n'y a plus d'herbe, il n'y a que des brins secs, quelques tout petits brins verts mais qui ne suffisent pas à nourrir les vaches. Alors pour sauver ses bêtes, il a envoyé la moitié de son troupeau paître sur d'autres terres. À 200 km de là, chez son frère en Saône-et-Loire. Elles se sont retrouvées ici sur mon exploitation car mon frère avait plus d'herbe assez abondante pour nourrir la totalité de son troupeau. Donc pour moi c'était possible, j'en avais à disposition. 3 000 € de coûts de transport et un manque à gagner, car l'herbe supplémentaire utilisée pour ce troupeau ne pourra pas être vendue. Mais en période de sécheresse, l'agriculteur n'a pas hésité. Déjà que notre métier est un peu compliqué au jour d'aujourd'hui, donc si on ne s'aide pas entre agriculteurs, on va à notre faillite, quoi. Du fourrage en moins, mais aussi de la paille qui vient à manquer, comme ici dans la Sarthe. D'habitude c'est plein jusqu'au maximum. Et là il y a un gros trou, c'est la paille qui manque. Ça représente plus d'un tiers de moins. L'agriculteur a donc misé sur une nouvelle matière première, disponible directement dans son exploitation. Ce sont des copeaux de bois qui vont essayer de pallier le manque de paille cette année. Et ça va servir cet automne, cet hiver, pour mettre pour faire de la litière pour les bovins. C'est nouveau, c'est une nouveauté chez moi et c'est peut-être une solution pour les années à venir. Le gouvernement prévoit d'accorder plusieurs aides aux agriculteurs touchés par la sécheresse. À l'île Maurice, la coque du navire échoué s'est désormais brisée en deux. Selon les autorités, il reste encore 90 tonnes de carburant à bord. Et au-delà de cette catastrophe écologique qui touche Maurice, c'est l'île de la Réunion, voisine, qui pourrait être atteinte par des boulettes d'hydrocarbures. L'hypothèse n'est pas à exclure, selon le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, actuellement en visite sur place. Ce sont des vidéos qui ont connu un succès fou pendant le confinement, parfois jusqu'à plusieurs millions de vues. Le principe, proposer de prétendues formations financières pour gagner beaucoup d'argent et très facilement. Mais vous allez le voir, la réalité est beaucoup moins rose. C'est l'enquête du 20h signée ce soir Julie Vitaline, Thibaut Grosse et Steven Pichalan. Sur Internet, difficile de passer à côté du quotidien doré de ces jeunes flambeurs. Mais derrière les paillettes, des sites qui vendent une prétendue formation de trader. Pendant le confinement, certaines de ces vidéos ont connu une audience exceptionnelle. Prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec Celle-ci a généré plus de 2 millions de vues. À 20 ans, cet étudiant en architecture est tombé dans le panneau. Confiné chez ses parents, il s'intéresse au nouveau travail d'une amie qui assure gagner beaucoup d'argent facilement. Là, elle m'explique en quoi consiste son projet sans donner vraiment de détails et elle me met en relation avec une personne, un leader de la société. Et je commence à rentrer dans son jeu et c'est comme ça que tout a commencé. Pour 80 € par mois, il s'inscrit à une formation en ligne. Mais très vite, les cours de finance se transforment en leçons de recrutement. On les a au téléphone, ils nous disent « il faut que tu dises ça comme ça, non là c'est encore trop coincé, c'est encore trop scolaire, il faut que tu sois plus expressif, plus joyeux, il faut vraiment que tu montres que c'est le projet qui a changé ta vie ». Dans ces formations, peu de chances de devenir un as de la bourse. Pour espérer gagner de l'argent, il faut multiplier les nouvelles adhésions. Un système pyramidal interdit par le Code de la consommation et habilement conseillé par les recruteurs. Nous avons contacté l'un d'entre eux. Il croit s'adresser à une lycéenne en quête de renseignements. Demain, tu recommandes ça à ta pote, ton pote. Ça sera des personnes autant des réseaux sociaux. Non, tu vas pouvoir générer des revenus pour potentiellement aller chercher des salaires à 5 voire 6 chiffres. Des sommes astronomiques dont les victimes voient rarement la couleur. Nous les avons recontactés cette fois en tant que journalistes, sans recevoir de réponse. Devant le buzz de ces annonces malhonnêtes, les autorités s'inquiètent. Ça ne concerne pas forcément que les jeunes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde les utilise. À cause de la pandémie du Covid-19, beaucoup de personnes se retrouvent dans une situation financière délicate et cherchent par tout moyen à trouver des solutions pour se faire rapidement de l'argent. L'effet confinement se retrouve dans les chiffres officiels de la police. Près de 50 000 signalements pour escroquerie en tout genre pendant ces 2 mois enfermés. C'est 6 000 de plus que pendant tout le premier trimestre 2020.
De quoi ravir tous les fans de ballon rond. Pour la première fois de l'histoire de la prestigieuse Ligue des Champions, 2 clubs français seront au rendez-vous des demi-finales. Après le PSG mardi, c'est Lyon qui a créé l'exploit en battant Manchester City hier soir. Alors, comment expliquer cette forme olympique des clubs tricolores? Ignacio Bornassin et nos équipes en région. La joie des supporters à Lyon est une nouvelle page de l'histoire du football français qui s'est écrite hier soir à Lisbonne. 90 minutes ont suffi à l'Olympique lyonnais pour se propulser en demi-finale de la plus prestigieuse compétition européenne. 3-1, l'OL s'impose face aux Anglais de Manchester City avec la manière. Le club rejoint dans le carré final le Paris Saint-Germain, vainqueur mercredi des Italiens de Bergame. Jamais 2 clubs français ne s'étaient retrouvés en même temps à ce stade de la compétition. Ambiance des grands soirs dans ce bar du centre-ville de Lyon, quitte à oublier certaines règles de distanciation physique. C'est incroyable. J'y croyais pas. Bon, comme tout supporter, j'avais le petit espoir. Mais là, excellent. Moi, je suis supporter du PSG. Et les sensations que j'ai vécues la semaine dernière, j'étais content pour eux qu'ils les vivent ce soir. Mais d'où vient cette réussite inédite des clubs français? Selon cet expert, le Covid-19 a joué son rôle. Contrairement aux autres championnats européens, la Ligue 1 n'a toujours pas repris en France. C'est une magnifique récompense pour le football français qui a eu quelque part, la bonne idée de s'arrêter très tôt à cause du virus. Et donc, il se trouve que les joueurs du Paris Saint-Germain et les joueurs de l'Olympique lyonnais, qui se retrouvent donc en demi-finale, sont certainement plus frais physiquement et mentalement. Paris et Lyon affronteront mardi et mercredi 2 clubs allemands, Leipzig et le Bayern Munich, favoris de la compétition, avec pour objectif le rêve insolent et un peu fou d'une finale 100% française. À suivre donc. On l'appelle la perle de la Croatie. C'est une ville située sur la côte, réputée pour ses plages, mais surtout son patrimoine historique extraordinaire. Split, 2e ville du pays, est un musée romain en plein air. Chaque ruelle est un spectacle, une visite presque privée cet été. C'est la conséquence d'une fréquentation en forte baisse. Grand format du 20h, il est signé Catherine Rougerie et Éric Mézy. Sublimé par le bleu azur de la côte adriatique, Split, la seconde ville de la Croatie, a reçu 900 000 touristes en 2019. En 8 mois cette année, moins de 200 000 en raison du Covid. Alors ceux qui font le voyage cet été découvrent un site romain unique dans des conditions privilégiées. Il faut visiter Split parce qu'elle dégage par son architecture surtout, la mer aussi, les petites rues typiques, le linge étendu dans les rues. Voilà, moi j'aime. Voilà. Au fil des siècles, Split s'est transformée. Pas une ville-musée, un musée habité. Le cœur historique se révèle une fois passé la porte dorée. 1700 ans d'histoire s'offrent alors au regard. Débuté lorsque Dioclétien, simple soldat devenu empereur, choisit ce lieu pour construire son palais. Derrière moi, on voit la place principale du palais qui s'appelle Péristyle, la place entourée de colonnes. Édifiée sur la place principale, la cathédrale. Au sommet, une vue sur la ville entre mer et montagne que découvre ce groupe de Français arrivés il y a quelques jours. Tout est réuni en fait. La visite culturelle, c'est vrai, et c'est important. Et la nature qui est superbe aussi ici. Ça a son style et moi j'aime bien, je trouve ça beau. Très prisé des visiteurs, les salles souterraines où du temps de l'empereur les provisions étaient conservées. C'était aussi l'accès pour embarquer quand autrefois la mer bordait le palais. Au Moyen-Âge, ces pièces furent transformées en une immense fosse à ordures. Dans les pièces souterraines, on voit des trous un peu partout. Et c'était en fait la décharge. Au cours des siècles, on jetait des choses qui se sont entassées dans ces caves et qui ont permis de les conserver dans cet état-là. Bien rénové et idéalement situé dans l'enceinte même du palais, cet hôtel. Son restaurant occupe les anciens bains privés de l'empereur. En témoignent ses murs antiques. L'escalier date, lui, de la Renaissance. Des atouts qui permettent à l'établissement d'enregistrer de nouveau des réservations.
La situation est difficile globalement pour tout le monde, mais ceux qui vont s'adapter vont survivre. Le tourisme est l'un des piliers de l'économie croate, c'est près de 20% de son chiffre d'affaires. Mais avec la crise sanitaire, les professionnels savent déjà qu'ils ne feront pas une aussi bonne saison que celle de l'an passé. Impactés par la baisse des visiteurs étrangers, les vendeurs du marché aux poissons. Les Dalmates sont des optimistes. Ils espèrent avoir un meilleur mois d'août. Optimistes, Dougevoulas l'est aussi. Malgré la baisse des recettes, les travaux de restauration restent d'actualité, selon ce membre de l'Office du tourisme. La majorité des projets est financée par l'Union européenne. Ils ne seront pas arrêtés. Juste peut-être reportés de 2 à 3 mois à cause de la situation actuelle. Split, cité millénaire qui séduit toujours les touristes et dont la géographie et l'histoire inspirent les artistes. Split a une très longue histoire, même avant Dioclétien. Il y a des sources historiques que les peintres de la région connaissent. Des peintres dont le coup de pinceau le dispute à la magie d'un crépuscule sur les flots. Dans un instant, 20h30 de l'été avec Laurent Delahousse, puis du cinéma, La chance de ma vie avec Virginie Efira. L'info revient demain dès 6h, 13h, Sophie Le Saint, 20h, Thomas Soto. Pour ma part, c'était le dernier 20h de l'été. Un grand merci pour votre fidélité tous ces week-ends. Je vous dis à très bientôt sur France 2.